fois que je vous le dis. Bienvenue à cette rencontre donc, autour du polar. On a le plaisir d'accueillir donc deux auteurs. Michel Kahn, donc, qui a donc commis Mademoiselle Crépuscule aux éditions Afit, avec un illustrateur qui s'appelle Richard Guérino. Un tout petit résumé, de petit pitch. Une femme très belle, intrigante, vêtue d'une tenue relativement aguichante, déambule dans le cimetière d'Élysée. Elle accompagne les inhumations et les endeuillés. Élysée, sous le charme, et quelques personnages autour de lui vont tenter de percer le mystère qui entoure la belle. Jean-Philippe Chapuis-Lanjas, avec son livre Un oreiller pour deux, aux éditions Élan Sud. Alors dans son cas, c'est un couple âgé qui est retrouvé mort dans leur lit, unis par leurs mains. Quoi et pourquoi ont-ils été assassinés? La police, avec la commissaire Rounias et ses acolytes, vont entrer en scène pour mener l'enquête. Voilà le pitch des deux livres que nous avons le plaisir aujourd'hui de discuter. Alors moi, ma première question, elle va tourner autour de ce qu'on appelle le polar ou les polars. Ce que m'a inspiré en fait la lecture de vos deux livres, c'est que le polar c'est très très large. Il y a des choses très classiques qui vont épouser les codes du policier et d'autres plus, disons un peu plus éloignés de ces codes-là, qui sont quand même dans la tradition du policier, mais qui apportent d'autres choses. Donc vos deux livres, pour moi, illustrent le champ très très vaste de la littérature noire, qui focalise sur nos maux, nos désordres psychologiques, sociaux, politiques, mais aussi parfois polars historiques ou géographiques. Donc le polar, c'est le terme générique aujourd'hui, pour aborder et pour parler de tous ces livres dont on est tous très friands. Et ma première question, en fait, à tous les deux, c'était un petit peu d'avoir votre avis sur ce que c'est que pour vous le genre polar. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi avoir choisi d'écrire dans cette tradition-là? Ou alors est-ce que vous n'êtes pas du tout, intéressé par cette classification? D'accord? Vous êtes au-delà de ça. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur finalement qu'est-ce que c'est que la littérature noire et pourquoi vous vous inscrivez dans ce mouvement-là. On m'entend? Voilà. Bon, alors moi c'est une première en fait, le polar, puisque j'avais pas l'habitude d'écrire du polar. Ça a été plus un exercice de style, en me disant que pourquoi pas, j'avais envie d'essayer de me frotter un petit peu à l'univers du polar, à l'univers un peu sombre de ce style. Et je ne suis pas un grand lecteur de polar, même si j'en lis, mais j'avais envie de mettre un petit peu ma patte et de m'essayer un petit peu à ce style. Sans rentrer dans le thriller, je voulais quand même rester dans quelque chose un petit peu de classique au niveau du polar, savoir que le meurtrier ne connaît pas d'entrée, parce qu'il y a tellement de sortes de polar, on peut partir avec à la Colombo, quoi. On sait qui c'est qui est mort, qui c'est qui l'a tué, et puis après on va chercher l'intrigue. J'ai voulu rester quand même dans quelque chose de secret, dans quelque chose qui va amener le lecteur un peu à se perdre, etc. Voilà. Et j'ai pris en fait du plaisir à écrire le polar, parce que c'est tendance et jouissif, parce que les personnages ils nous bousculent, ils nous surprennent, et puis on va dans certaines pistes sur lesquelles on ne s'attendait pas à aller, quoi. Donc ça a été un moment d'écriture assez, disons, plus jouissif que quand on est sur un roman dur avec un thème dur. Là, il y a plein de moments où on peut avoir une bulle d'oxygène, et c'était très agréable. Alors, peut-être avant de donner la parole à Michel, justement, je voulais peut-être que c'est pas mal ce que tu viens de dire sur le fait que finalement tu avais une liberté et que tu avais envie de suivre ta personnage. Ça veut dire qu'au départ, tu n'avais pas du tout les trajectoires, tu ne savais pas où tu allais. Si, au départ, je savais où j'allais, puisque j'avais un plan.
vous repose et qui part du début jusqu'à la fin du livre. Mais j'avais des personnages, une grosse batterie de personnages sur mes carnets de notes, en fait. Et j'ai saupoudré des fois avec des personnages qui peuvent être un petit peu drôles, un petit peu farfelus, et ça m'a permis de faire un polar qui est noir par certains côtés, mais qui a de temps en temps des résonances un peu humoristiques. Oui, moi j'ai une grosse culture de romans noirs, parce que j'ai plus l'impression d'écrire des romans noirs de temps en temps, pas tout le temps, que des polars. Dans Mademoiselle Crépuscule, il n'y a pas de flic, il n'y a pas de policier. Mais j'ai une grosse culture de romans noirs parce que quand j'étais petit, que j'avais 9 ans, j'ai eu un problème pulmonaire. Ça a l'air très con, mais du coup j'ai écumé complètement la bibliothèque de mes parents avec Le Masque, avec la série noire, et j'ai passé 2 mois à ne lire que ça. Et il est arrivé un moment où j'écrivais du théâtre, et je crois que je ne suis pas du tout un bon auteur de théâtre. Et donc je me suis dit que tu vas essayer d'écrire un peu de roman noir. Bon, ça m'a à peu près réussi, puisqu'on m'a donné le Grand Prix de littérature policière en 89. Et ce qui m'intéresse, c'est de disséquer une société. C'est de dire ce qui ne va pas entre les gens. Et puis, c'est un entretien qu'on avait eu avec Didier Van Kovlart. Effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il arrive un moment où les personnages nous échappent. Et que l'intrigue, à partir de ce moment-là, elle peut dévier parce que le personnage dévie. Et là, le personnage de Nora, j'ai montré tout à l'heure la photo de la vraie Nora qui m'a juste demandé de figurer dans mon bouquin. Donc j'ai dit, oui, voilà. Et donc c'est le personnage de Nora qui est devenu Mademoiselle Crépuscule, et donc je ne peux pas me débarrasser. J'ai encore écrit en septembre sort un bouquin où je lui donne son deuxième prénom, qui est Ida. Voilà, je passe mon temps à dédier mes bouquins à des jolies femmes. Et je trouve que c'est aussi à ça qu'on sert. Alors, du coup, le fait que vous parliez de Nora et du vrai personnage, peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus. C'est une personne donc, qui a existé et donc dont vous êtes vraiment inspiré? Oui. Nora, je la connais. On se parle tous les matins entre 5 et 6 et le soir. Et non, je sais très bien qui elle est, mais elle n'est pas ce qu'elle est dans le bouquin, évidemment. C'est une grande bourgeoise extrêmement respectable qui habite au Luxembourg, et non, c'est pas du tout, sauf physiquement, parce que là elle me disait, attention, il faut que tu respectes la courbe de mes reins, j'y tiens. Bon, alors donc j'inscrivais la courbe de ses reins, et puis mais non, les personnages nous échappent, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, et avec Didier Van Kovlart, on avait conclu un débat, c'était à Colmar, en disant on n'écrit pas sur les personnages, on écrit avec les personnages. Voilà. Merci, on y revient. C'est le roman donc, Nourri pour deux, il est en deux parties. Et quand je suis arrivé à la fin de la première partie, je pensais avoir bouclé mon roman. Et donc j'ai fait une fin qui part de cette première partie, et j'ai dit ça va pas. Il y avait un truc, il y a un personnage, j'avais besoin qui parte ailleurs. Et donc le roman qui se passe autour de Marseille, toute la première partie, va dériver jusqu'en Grèce, mais c'est lui qui va m'amener en Grèce en fait. C'est par le mythe, voilà, et c'est
ce personnage qui va me prendre par la main, qui va m'embarquer, et donc je vais le suivre, et donc c'est un duo un peu. Je anticipe sur ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, on y reviendra. Je voulais continuer un petit peu sur un thème, moi, qui m'a beaucoup... ça m'a frappé, en fait, sur justement le lien entre vos deux livres. J'ai bien aimé la manière dont vous abordiez tous les deux, de manière différente, l'histoire du patriarcat. Donc, en fait, je trouve que tous les deux, vous montrez une société dans laquelle l'autorité, la place de l'homme est toujours bien là. Et il me semble que vous faites quand même une sorte de dénonciation de ce patriarcat. En dénonciation, peut-être un peu fort, mais vous me direz. Et voilà. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est les différentes façades, en fait, des femmes que vous présentez. Et ces femmes qui deviennent l'objet de toutes les convoitises pour certaines. Mais voilà, j'avais envie que vous me disiez un petit peu chacun comment vous voyez cette question du patriarcat et puis la femme, et l'image de la femme. On oublie souvent qu'avant le patriarcat, il y avait le matriarcat. Voir la Médée de Pasolini, avec Calas, et il y avait ce qu'on appelait le roi de l'année. C'est-à-dire que la reine du village, elle récupérait un vagabond et elle le gardait 1 an, et juste au bout d'1 an, il avait le droit de la sauter. Et après ça, après l'acte sexuel, il était mis à mort, il était bouilli dans un grand chaudron, et tout le village avait le droit de déguster un morceau du roi de l'année. Bon, ça a un peu disparu, bon, heureusement, parce que sinon ça inquiète. Mais on oublie ça, et ça demeure dans une coutume de la Grèce du Nord, où le pope fait cuire, bon, cette fois c'est du bœuf, c'est de l'agneau, et comme on dit, il lit le bouilli. Et quand le chaudron a bouilli, il sort la viande, il regarde, et il dit: cette année les moissons seront bonnes, ou cette année les moissons seront mauvaises. Et donc il prédit une espèce... Il y a cette tradition perdure. Il se trouve que, tu ne savais pas, mais j'ai fait une maîtrise, un doctorat sur la médecine, et donc je suis un peu au courant de ça, et que j'ai parcouru l'Europe à la recherche des différents manuscrits de Sénèque, enfin les manuscrits, les copies médiévales, et avec des fortunes diverses. C'est-à-dire qu'à Florence, j'étais accueilli comme vraiment quelqu'un d'extrêmement important. À Cambridge, j'étais carrément foutu dehors parce que je n'avais pas rendez-vous. À Bruxelles, alors là, à Bruxelles, c'était arrivé là-bas, le manuscrit, t'as qu'à le prendre. Hein. Et bon, c'était complètement différent. Et donc, c'est pour dire que Médée, je sais à peu près de quoi il s'agit, et Jason, je sais aussi de qui il s'agit, puisque c'est le Ciste, comme on dit le Ciste, c'est le fondateur de la cité de Pestum, fondateur légendaire, et que bon, il faut avoir lu Robert Graves, les mythes grecs, pour savoir que, par exemple, la Toison d'Or, c'est pas une histoire mythique, c'est juste l'histoire d'orpailleurs. C'est-à-dire que les Grecs mettaient des peaux de moutons dans les cours d'eau pour récupérer l'or qui venait se fixer sur la fourrure. Bon, et donc l'histoire de Jason et de la Toison d'Or, c'est une histoire dont tous les mythes chez Robert Graves sont décryptés comme ça. Et pour moi, c'est un bouquin de chevet. Voilà. Donc Médée, oui, pour moi, c'est un personnage. Et puis, j'ai aussi assisté à... Bon, c'est un de mes copains de Cagnes qui a traduit la Médée pour
pour les représentations il y a quelques années déjà, dans la cour d'honneur avec Isabelle Huppert. Et moi, j'avais assisté à la construction des décors en tant que régisseur dans la nuit. Donc, Médée, c'est... je ne suis pas marié avec, hein, mais pas loin. Peut-être juste avant que tu interviennes sur ces questions-là. Donc, on ne s'est pas du tout éloigné du patriarcat, du matriarcat, puisque chacun a fait un petit peu le parcours inverse. Mais en fait, pourquoi on parle de Médée, etc. Parce que le livre de Jean-Philippe, il en est question, notamment dans la seconde partie. Et donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, que je précise un petit peu ça. Donc, si on t'écoute, toi aussi, sur ces questions de patriarcat, matriarcat. Juste, pardon, avant toute chose, avant que tu parles, moi j'étais très amusée parce qu'à un moment donné, tu fais dire à Gabras, le flic grec, il y a une phrase extrêmement ambiguë, je l'ai notée, je crois. Peut-être qu'il faut. Et je trouve que ça va bien dans ce qu'on est en train de raconter. C'est un. Alors attends, que je retrouve, pardonnez-moi. Lorsque tu dis. Parce que c'est un peu plus loin, la mythologie c'est un peu plus loin. Tu fais dire donc Gabras, c'est donc le flic grec qui parle des femmes du cercle de Médée, et tu dis il s'étonna qu'elles puissent exécrer de la sorte une société patriarcale qui leur avait permis une réussite sociale assujettie pour grande partie aux hommes de leur vie. Et ça m'a amusé parce que quand on le lit, on se dit il défend quoi là? Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ce que tu défends, mais j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots là-dessus. C'est pas ce que je défends, parce qu'en fait, c'est un personnage qui parle, et c'est pas moi qui parle forcément à travers le personnage, c'est lui, par rapport à sa psychologie, etc. Et en fait, si la deuxième partie traite, en fait, vulgarise, je ne vais pas dire traite, parce que moi je ne suis pas spécialiste de grec ou de rien du tout, donc c'est assez vulgarisé, mais ça part sur les traces de Médée, c'est par rapport au mythe, et puis je ne veux pas trop en dire, parce que le problème c'est que je vais découvrir trop de choses, quoi, donc c'est très compliqué. Et donc pour en revenir aux femmes de ce roman, qui ont un rôle, je pense, important dans le roman, tout au long du roman. Et des fois, même les hommes sont un peu soumis ou un peu malmenés. Et voilà, mais en fait, c'était un parti pris par rapport à l'intrigue, par rapport au roman. Voilà, c'était pas... Et du coup, j'enchaîne sur la structure du récit précisément, puisque on en vient vraiment à ça. C'est vrai que le livre donc, est structuré, tu l'as dit déjà, en deux parties très distinctes. En fait, c'est vraiment, dans la première, il y a l'enquête, il y a l'intrigue avec les flics, etc., etc. Ça va très vite, c'est assez tonique. Et puis la deuxième partie est très différente, puisqu'on entre justement dans la mythologie, etc. Donc on voit effectivement ces deux parties-là. Est-ce que tu peux en dire quelque chose, à moins que ça te semble trop... Disons, ce que je peux en dire déjà au niveau de la structure, c'est que la première partie est écrite vraiment plus sur un rythme polar soutenu, avec plus de dialogue, avec une enquête qui se déroule, des personnages qui arrivent un peu de partout. Et la deuxième partie commence de façon un petit peu plus lyrique, comme si c'était un nouveau roman d'ailleurs. On a l'impression que c'est un petit peu une nouvelle histoire. Et c'est un peu ma patte, mais c'est comme ça que j'écris le plus souvent. Et donc j'ai voulu aussi retrouver mon écriture et partir plus dans quelque chose d'avant, une histoire d'aventure dans la deuxième partie, plutôt d'une histoire plutôt que quelque chose de polar, de structuré avec mes flics qui sont quand même là, qui vont suivre l'enquête et tout, mais c'est plus de nature d'aventure que la deuxième partie. Mais alors précisément, est-ce que tu as pensé à éventuellement en faire 2 livres? Alors ça, c'était une grande discussion avec Corinne, puisque je pensais faire une première partie, qui était plus longue si elle n'aurait pas fini sur comment elle finit là. Je pensais faire un deuxième roman, en fait, faire une suite. Et j'ai eu peur de ne pas avoir assez de matière, et puis aussi les épaules, puis aussi le temps, et puis aussi beaucoup de choses, parce que si en faisant faire une suite, ça voulait dire sortir le roman l'année d'après, parce que j'écris encore, en ce moment j'écris autre chose, d'ailleurs pour le théâtre, et
Et j'étais pas sûr avec mon travail, j'ai pas la chance encore. Voilà, c'est comme ça. Et donc je me suis pas senti de faire de roman. Donc j'ai coupé la part en deux, j'ai réglé la première partie, j'ai fini comme je l'ai fini là, et j'ai abordé la deuxième partie, parce qu'en fait on va s'apercevoir que le meurtrier, il y a deux mobiles, et c'est ce que les... Voilà. Mais bon, non, là je dévoile rien. Voilà. Ok, merci. Michel K, vous vouliez ajouter? Oui, j'ai rencontré une vieille anglaise, par hasard, à une terrasse de resto, et qui lisait un bouquin, et je lui dis, alors je sais plus ce que c'était, Hervé Le Corps, je crois. Et je lui dis, ça c'est très chouette. Et cette vieille anglaise qui habite dans la Creuse maintenant, donc avec les cheveux bien mauves, et puis la robe comme il faut, me dit, mais vous y connaissez en roman noir? Oui, un peu. Et elle me cite le début de Maigret et son voleur de Simenon, quand il est dans le bus et que il regarde une vieille dame et que il dit, oh, elle a acheté des poireaux. Oh, et puis il y a des carottes. Elle va se faire un... Et puis il devine ce qu'elle va faire à manger. Et pour moi, c'est génial. Parce que pendant ce temps-là, pendant qu'il regarde cette vieille dame, et qu'il regarde le cabas de cette vieille dame, on lui pique son portefeuille, à Maigret. Et voilà, tout démarre de là, il n'y a rien. Mais Simenon, pour moi, c'est quand même, ça demeure quand même assez génial. Et cette vieille dame, on continue à parler, et puis je lui dis, mais vous aimez vraiment les romans policiers, les romans noirs? Elle dit, oui, vous savez, mon oncle était archéologue. Et là je dis, comme le mari d'Agatha Christie, elle dit c'était son meilleur ami. Et cette vieille dame avait connu Agatha Christie. Et là, on dit, allez, le café c'est pour moi. Merci pour cette jolie histoire. Et justement, du coup, vous faites bien la transition. Moi, je voulais parler donc de Mademoiselle Crépuscule, pardon. J'ai dit que, enfin, je me suis dit, c'est un roman. C'est vraiment pas du tout, c'est pas le terme, hein, mais c'est vraiment plus linéaire, on va dire, par rapport donc à Jean-Philippe. Donc, on chemine avec le narrateur pour découvrir au fur et à mesure les clés de l'intrigue qui entourent Nora. Donc c'est vrai que c'est très parlant ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement il n'y a pas, il n'y a pas une intrigue énorme, mais par contre voilà, on cherche à comprendre ce qui peut bien animer tous ces personnages. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Il y a une autre originalité dans votre livre, ce sont les illustrations. Ah ben oui, quand même. Donc elles sont au nombre de 10. Il y a 20 chapitres et donc 10 pages donc illustrées. Et moi, ça m'a quand même interrogée. Je me suis dit, tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé l'auteur? Et puis, pourquoi avoir choisi telle partie ou telle autre pour les illustrations? Donc voilà, je voulais savoir ce qu'il en était sur le choix des parties à illustrer. Oui. J'en sais rien, c'est l'éditeur qui a fait tout ça. Mais ce qui est curieux, c'est que dans le mystère Nora, donc je vais pas évidemment dévoiler le passé de Nora, tout ce qui lui pèse, tout ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai ensuite fait la connaissance de quelqu'un qui est devenu une amie extrêmement proche et qui a subi ce que Nora a subi dans le roman. Et là, je me dis, on n'invente jamais rien. On a beau se dire, tiens, là j'ai une idée, mais personne ne va l'avoir cette idée. Non, ça a déjà eu lieu, ça a déjà existé, ça a déjà été vécu. Il faut, je pense que
je dis toujours ça, mais sans fausse modestie, on n'est pas écrivain, on est sans arrêt en train de le devenir. Et devenir écrivain, c'est écouter, c'est regarder. Et ensuite, on peut essayer de mettre des mots là-dessus. C'est aussi bête que ça, mais c'est quelque chose à quoi je crois profondément. Ouais. Je pense en fait tout simplement qu'on fait de la réécriture avec un petit peu notre culture, avec notre vie de tous les jours, avec les gens qu'on rencontre. On fait juste de la réécriture et voilà, on essaye de mettre un peu de poussière dessus pour que ça ne soit pas. Donc, voilà. C'est parfait parce que les choses s'enchaînent merveilleusement bien avec vous deux. Moi, je voulais en arriver au style en fait. Donc voilà, tout est parfait. Donc Mademoiselle Crépuscule, c'est un roman qui est écrit à la première personne, donc qui porte sur une intrigue autour de cette belle. Donc dans un lieu particulier, le cimetière, les morts sont les compagnons de cette Nora. Ce sont de réels personnages, mais aussi réels que les personnages vivants. Nora, elle dit elle-même qu'elle se réinvente une famille, une vie, etc. Et donc, pour raconter tout ça, je trouve que vous avez un style qui est tout à la fois parlé et poétique. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, le narrateur, c'était Élisée. Hein, et donc, moi, je l'ai vu comme quelqu'un qui était assez ordinaire, quelqu'un de simple. Et tout à la fois, ses mots sont simples. Son style est sans lyrisme, sans affectation, mais il décrit d'une manière incroyable la sensualité qui se dégage de Nora. C'est extrêmement élégant et voilà, je voulais donc en savoir un peu plus aussi sur votre manière d'écrire. Ben oui, merci du compliment. Pour moi, le style, c'est la différence. C'est l'écart. Ou bien on rédige le catalogue des Trois Suisses, ou celui de la Redoute, ou bien on écrit un roman. Et le fameux exemple, si on dit le paradis vert des amours enfantines, c'est une couleur. Si on dit le vert paradis des amours enfantines, juste en préposant l'adjectif, ça devient autre chose. C'est une atmosphère, c'est plus une couleur, voilà, c'est tout. Et le boulot de l'écrivain, c'est là, c'est choisir, alors c'est éviter les adverbes, éviter les gérondifs, éviter les participes présents, enfin, essayer d'être léger, aller à l'os, comme on dit, pour l'écriture. Voilà, maintenant le style. Bon, je suis en train d'écrire un truc, et ma femme et mes deux copines proches me disent « mais tu peux pas écrire autrement que de la façon dont tu écris d'habitude ». Donc, pourtant j'essaie, et il semblerait que j'y arrive pas. Voilà, j'essaie d'écrire simple là, parce que bon, les maisons d'édition actuellement sont à l'affût de romans bien calibrés, bien simples, bien machin. Bon, donc j'essaie de faire ça pour une fois. Mais il semble que j'en sois incapable. C'est tout. Justement, juste pour dire que ce qu'ils disent tout à fait juste, et que c'est pas la peine de faire un catalogue. Des fois, juste avec 3 mots, mais une ambiance, ça suffit. Voilà, et puis une scène démarre. Je te ferai bien sûr parler du style. Donc, je voulais juste terminer donc avec Mademoiselle Crépuscule sur cette question donc du style et des personnages, etc. Donc, ce que vous voulez dire, enfin, de ce que je comprends, c'est que vous écrivez toujours comme ça, et donc c'est pas Élisée qui parle là, c'est vraiment vous. Élisée dans le personnage central du narrateur. Oui, et Élisée c'est le personnage principal, mais oui, forcément, c'est. Ma femme me dit régulièrement, de toute façon, tu parles que de toi. Oui, forcément, mais un écrivain, c'est aussi un comédien. C'est-à-dire qu'un comédien, il fait quoi? S'il doit être en colère, ou s'il doit haïr quelqu'un, ou s'il doit aimer quelqu'un, il ne peut être en colère, aimer ou haïr qu'avec ses souvenirs à lui. Hein, il ne va pas inventer.
Ben, l'écrivain, c'est la même chose. Quand il écrit, il va chercher dans ses poches. Moi, je dis que je suis un bricoleur de l'écriture. C'est-à-dire, j'ai des trucs dans les poches, et puis quand je dois traiter un thème, je mets tout sur la table, et puis il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, puis il y a des trucs dont je me dis, tiens, je vais m'en servir. Par exemple, le coup du talon brisé. Bon, voilà. Et il faut toujours montrer et ne pas décrire de l'extérieur. Ça, pour moi, c'est une loi. Et donc, le style, c'est ça. Le style, c'est l'écart. C'est le fait des amours, des vertes amours, et pas des amours vertes. Voilà. On va avoir un petit aperçu justement du style. Je voulais juste, avant que Jean-Pierre nous lise un petit passage, dire aussi que votre livre, c'est un très très joli hymne à l'amour. Donc avec des mots extrêmement simples, mais avec l'intensité qu'Élisée met à regarder Nora, à la détailler dans ses moindres petits gestes quotidiens. Il lui fait une déclaration d'amour absolument superbe. Je vais rajouter. Je vais juste rajouter un truc qui me permet de draguer les dames. C'est le mot cosmos en grec. Cosmos, ça veut dire à la fois le monde, mais c'est aussi la toilette de la femme. Et ça veut dire, c'est un truc que j'ai partagé avec Michel Serres, le philosophe, mais ça veut dire simplement que la beauté des femmes tient le monde en équilibre et en garantit l'harmonie. Quand on dit ça à une femme, elle est contente. Alors je vous disais qu'il avait quand même une vision des femmes et de la femme, c'est quand même intéressante. Je cède le micro à Jean-Pierre, donc c'est le passage, page 84-85. Tu peux retrouver. À peine avais-je poussé la porte que Josette plaquait un accord et Nora commençait, pour moi, oui Nora, que c'était pour moi seul, c'est moi, c'est l'italien, un Reggiani a pleuré. Je suis resté sidéré, à l'écouter me regarder droit dans les yeux, et le chant lui coulait des lèvres, même si j'avais l'impression de lui être transparent. 18 ans de retard, c'est vrai, mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts, et puis, Secchi s'est appris mi la porta. Ma porte est ouverte en grand, Nora. Peut-être elle a senti qu'à la fin, Secchi était aprite una porta, j'avais la tentation d'aller la prendre dans mes bras. J'ai fait un pas, elle m'a arrêté d'un signe aux autres, et ils ont préludé quelques mesures avant qu'elle entame le meilleur de traîner. Que reste-t-il de nos amours? Tout doux comme un long regret, une tendre et triste confidence, toujours son regard dans le mien. Elle a continué ainsi, avec parfois juste une question distraite à Josette entre les chansons. Et maintenant, on fait quoi? Josette disait, ne me quitte pas, ou la chanson des vieux amants, ou le 22 septembre, tu connais, oui, bien sûr. Et Nora me souriait, distraite, déjà dans la chanson, entamait a cappella, rejointe par les musiciens, un 22 septembre, au diable que partite. Il lui arrivait, au milieu d'un morceau, d'accélérer la cadence comme une fuite, un moyen d'être ailleurs, de nous oublier. Parfois, ses mains chiffonnaient sa robe sur ses cuisses, en accrochaient l'ourlet, on aurait dit qu'elle commençait un striptease maladroit, et puis elle ouvrait les bras, retrouvait le tempo, le quintet suivait, Jojo grognait, oh oui, ravi de la variation. De Dieu, je crois bien que je pleurais debout, comme un vieux crétin, à sentir la force vive de l'amour au milieu de cet apparat funèbre. Oui, c'est là que j'ai mis le mot sur mon sentiment pour Nora. Presque j'aurais pu lui dire « je t'aime ». Mais le moment était magique. Je n'ai pas pu finir le 7. Jojo m'a secoué. « Eh bien, tu veux prendre Racine ?» Il a sorti les bouteilles. Le charme était brisé. Les musiciens ont rangé leurs instruments. Nora a évité les accolades, les tentatives de bisous. Rappelé à Gérard son rendez-vous pour la pause de Stens. Tout se ferait dans la mini-clinique flambant neuve derrière le centre médical. Josette a noté, j'ai dit que je l'accompagnerais.
Monsieur K. Oui, Nora est secrétaire médicale. Et pour expliquer la notion de STEM, elle est secrétaire chez une cardiologue. Et voilà, c'est possible. J'ai une copine cardiologue aussi. Donc, moi, je tenais beaucoup à ce petit passage parce que c'est effectivement, déjà, il y a la chanson, etc. Et puis, j'aime bien le mouvement sur la cuisse, etc., entre deux chansons. Et voilà, il tombe amoureux. Il tombe amoureux de ça aussi. Donc, c'est vraiment très, très bien. Je passe à Jean-Philippe sur la question donc, du style. Donc, comme je le disais au début, la première partie, c'est vraiment un style vif, tonique, assez fleuri, notamment Rounias, la commissaire, qui, dès le début, oui, tu y vas fort quand même, hein, donc tu plantes le décor, et on sait à qui on a affaire, donc ça c'est intéressant. Il y a beaucoup aussi de choses assez familières, avec Mathias par exemple, qui peut avoir un langage très familier, un peu abrupt parfois. Donc dans la première partie, beaucoup, voilà, les événements qui sont enchaînés, le passage d'une ligne à l'autre, sans forcément de transition, je pense que c'est vraiment voulu, hein. Donc tu as le point de vue d'un personnage, puis à la ligne suivante on a un autre personnage, donc d'un coup c'est qui parle, donc j'imagine que c'est délibéré, mais donc voilà, c'était très intéressant parce qu'on a l'impression que tu veux brouiller un peu les pistes, et dis-moi déjà si c'est bien ça. Oui, c'est un polar, si on ne brouille pas les pistes, tu les dis pas, et puis tu passes à autre chose. Voilà, non, oui, la première partie. Là, c'est du style. Du style, ouais, c'est un peu ça. Et puis, comme il y a beaucoup de personnages, oui, j'ai fait des personnages peut-être un peu fleuris, un petit peu avec du relief. Voilà, comme disait Michel tout à l'heure, c'est vrai qu'on bricole quand même pas mal. On prend un peu ce qu'on a dans nos poches, dans nos cœurs, un peu dans ce qu'on a en nous, et que dans tous nos personnages, que ce soit des gentils, des salauds, même des fumiers, il y a un peu de nous quand même. Je veux dire, on est là un peu derrière, quoi qu'il arrive, même si on ne le fait pas forcément volontairement, mais c'est un peu nous. Puis on se cache, de toute façon, quand on écrit un peu, je pense. Donc on veut se montrer tout en se cachant. Et d'ailleurs, pour des choses qui te ressemblent un peu, puisque je te connais un petit peu plus que Michel K, il y a aussi deux aspects. Il y a le lien avec la poésie. Oui. On sait que tu es friand de poésie. Donc, tu évoques l'auteur. C'est pour ça que j'en écris pas, je la fais pas. Tu évoques Novalis du XVIIIe siècle, grande figure du romantisme allemand. Alors là, j'avoue que moi, je ne le connaissais pas, mais ce choix, pourquoi? Parce que c'est un grand poète, voilà, que j'aime bien. Voilà, non, parce que c'est vrai que les gens qu'on aime bien, qu'on aime bien, les gens qui nous ont nourris, on aime bien leur rendre un petit hommage de temps en temps. J'ai vu dans le roman de Michel, il cite Barbara, il est cité aussi dans les gens qui suivent notre vie, qui nous nourrissent et qui nous remplissent, ça fait du bien de leur faire un clin d'œil de temps en temps. Voilà. On sait moi je sais qui je suis, quoi. Je veux dire, j'écris, mais je connais mes maîtres et je connais mes limites et je connais je sais ce qu'est la grande littérature, et quand j'écris que je me relis, je dis relittérature, quoi. Voilà. Oui, ça c'est Lacan. Voilà. Donc voilà. Mais n'empêche que je prends beaucoup de plaisir justement. J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette première partie à faire où il y a pas mal de personnages, même si c'est pas un roman choral, attention, mais il y a pas mal de personnages qui parlent dans tous les sens et qui sont qui donnent un sens, qui sont drôles, j'espère drôles, et des situations un peu drôles. Voilà, j'espère que ça va pas trop ennuyer les gens. À propos de drôle, justement, c'est l'autre aspect, l'autre facette que je connais de toi, c'est l'humour. Et moi, il y a pas mal de séquences qui m'ont bien fait rire, et notamment ta vision du bien-être, en fait, actuel, la recherche du bien-être, la recherche absolue de comment atteindre le bonheur, etc. Donc, exactement. Et donc, du coup, j'ai choisi un petit passage que Jean-Pierre va nous lire, c'est pas du tout en fait le centre du bouquin, mais c'est pas le centre. En fait, je pense, ce à quoi je pense, c'est qu'il y a un inspecteur qui va être détaché
quelqu'un qui est suspect et qui dirige des stages de bien-être en fait dans le Var et qui voilà, donc ça doit être une scène de... C'est assez amusant et donc voilà, donc c'est le flic donc qui se retrouve alors 168 169, tu vas jusqu'au fond de l'âme. Vincent Boyer réveilla les stagiaires au son d'une cloche tibétaine. Mathias consulta ses mails et ne conserva que celui de sa chef. Savoir qu'elle lui donnait carte blanche le mit de bonne humeur. Il avait la journée pour élaborer un plan afin de piéger Boyer. « Allez, tous en maillot de bain pour un réveil unique, un réveil ludique, un réveil tonique » chantonnait ce dernier. Dans l'air frais du matin, sous un soleil encore timide, certains arrivèrent en sautillant, d'autres en claquant des dents, les derniers en maugréant. « Vous voyez cette prairie là-bas » dit Vincent en tendant le doigt en direction d'une étendue couverte de fleurs sauvages qui étincelaient. « Donnez-vous la main et suivez-moi pour un bain de rosée. » Ils s'ébrouèrent dans les hautes herbes, laissant fuser des interjections de bonheur ou d'inconfort. François gueulait qu'il s'était fait piquer le cul, Julie et Noémie riaient en roulant sur un parterre de coquelicots. Assis dans l'herbe, Audrey et Jacques s'interrogeaient du regard en se demandant s'ils avaient choisi le bon stage pour une vie plus saine. Laetitia avait les yeux pleins de larmes, elle lâchait prise depuis son arrivée sur les terres de Vincent Boyer. En tant que récidiviste, Babette n'en finissait plus de se badigeonner de rosée avec volupté. Quant à Mathias, il se sculptait toutes les 30 secondes de peur de s'être fait mordre par une tique. Il s'isola sous un pin, en voyant les herbes coucher après leur galipette, un vers d'une chanson de Barbara Lurobin, comment parler de poésie en piétinant les fleurs sauvages. Et, à nouveau, le visage de Sophie vint planer dans son esprit. Cet amour impossible le brûlait jusqu'au fond de l'âme. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est le passage justement donc, moi qui me fait bien rire. Et puis tu parles de Barbara, tu parles de poésie, c'était bien choisi. Hein. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez dans le public des questions? Vous n'êtes pas obligé, hein. Il n'y a pas un terreau écrit. Bonsoir, alors moi j'ai une question pour Michel Quint. Vous avez été adapté déjà au cinéma pour Effroyable Jardin. Quel est celui de vos romans noirs que vous préféreriez voir adapté au cinéma? Et par quel réalisateur, éventuellement? Il a été question que Veuve Noire soit adapté en série. Et puis ça s'est pas fait parce que France 2 à ce moment-là a décidé qu'on ne ferait plus de séries historiques. Bon, et puis c'est revenu, avec le bazar de la charité, avec tout ça. Bon, lequel je voudrais voir, il y a eu Billard à l'étage qui a été adapté au cinéma, il y a eu Effroyable Jardin, bon ça fait 2. Je cours pas après les adaptations. C'est théâtralement, bon, il y a eu Effroyable Jardin a été donné à la fois au Brésil et puis à Avignon dans le festival Off. Et puis Et Mon mal est délicieux aussi a été donné par Michel Leroyer 2 années de suite, Aux petits chiens et aux chiens qui fument. Bon, moi je prends les choses comme elles viennent, quoi. C'est sans plus. Lequel j'aimerais voir adapté. Peut-être Mademoiselle Crépuscule, ce serait pas mal parce que c'est simple, c'est tout bête. Et puis il y aurait une jolie femme dedans. Je pense, ça me vient à l'esprit. L'ambiance de Mademoiselle Crépuscule m'a fait un petit peu penser à Changer l'eau des fleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Non. Non. Là, les romances, c'est un truc
Je ne lis pas de romance, ni de tacos, ni de romance. Rien. Non. Et voilà. Et donc, changer l'eau des fleurs, et puis... non, bon, j'ai une amie qui est extrêmement méticuleuse, et on parlait de romance, et donc elle m'a fait un dossier sur la romance, avec citation du début d'un bouquin de Morgane Moncomble, là, hein. C'est la première ligne, c'est « Je suis canon, je suis canon, je suis canon ». Et ensuite, elle laisse tomber son fer à lisser ses cheveux. Et ça prend 4 pages pour qu'elle le ramasse. Et là, je dis, on n'est plus dans la littérature. C'est tout. Alors, changer l'eau des fleurs, c'est pas du tout ça. Oui. C'était surtout, en fait, je vous en parle parce que c'est vraiment juste... Oui. C'est en fait c'est parce que c'est le même lieu, ça se passe dans un cimetière et c'est également c'est l'histoire gardienne du cimetière. C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. Pas lu, désolé. Mais encore une fois, hein, tout est dit, on vient trop tard, disait Vaugelas, et c'est le même qui disait je vais ou je vais mourir, l'un et l'autre se dit, ou l'un et l'autre se disent. Bon, c'était un mec avec de l'humour, jusqu'à son dernier souffle. Peut-être pour conclure, juste un petit mot, Jean-Philippe. Donc cette expérience d'un premier polar, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de reproduire? Est-ce que tu es parti sur d'autres choses ou voilà, qu'est-ce que... Là, je suis parti sur 2 autres choses, mais j'aimerais bien, sans dire que je vais faire une suite, mais peut-être reprendre mes policiers, peut-être parce qu'il y a des gens qui vont sûrement rester sur leur fin à la fin du roman. Donc oui, pourquoi pas repartir sur une enquête ou quelque chose, mais parce que j'ai pris du plaisir et que c'est... Voilà. Mais sinon là en ce moment j'essaie un peu trop... j'ai du pain sur la planche tout quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors dans le public on a déjà demandé, mais peut-être que vous avez... Non, personne se lance. Nos chers auteurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'ai bien sûr absolument pas parlé de tout, clairement, mais du coup, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé dire, ajouter pour nous? Ma déclaration d'impôt, c'est fait. Vous avez de la chance. Voilà. Oui, j'ai quelque chose qui m'a fait sourire, c'est que la rencontre fortuite dans le cimetière, dans le roman de Michel, et une rencontre fortuite dans la deuxième partie de mon roman, c'est exactement la même chose. Et vraiment, ça a été troublant, parce que la fierté. Tout est dit, on revient trop tard. On va toujours inventer des trucs. Mais... Voilà. Et en même temps, c'est drôle parce que moi je n'avais pas du tout noté. Donc comme quoi aussi, chaque lecteur a sa lecture et sa vision des choses. Donc c'est ça qui est bon dans la littérature. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et merci surtout beaucoup à Jean-Philippe et Michel. Merci beaucoup. Merci à vous.